le journal. Ibrahima Traoré. C'est 13h dimanche, nous sommes ensemble pour une quarantaine de minutes d'infos en continu, priorité au direct, avec à la une de ce 13h dimanche, soyons aimables, croyons au pouvoir de la gentillesse. Thème de la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Au Mali, l'organisation humanitaire s'est illustrée en 2021 par plusieurs actions. Batraoré nous en dira plus dès le début de ce journal. L'invité de ce 13h dimanche est Diakari Djadjakiti, il est conseiller technique au ministère en charge de la jeunesse. Il nous parlera des conclusions de la table ronde initiée par son département pour mobiliser les bailleurs de fonds à soutenir les jeunes au Mali. À suivre l'actualité internationale, oui, toute l'actualité internationale dans cette édition et le journal des sports. Ce sera avec vous, Famourou Djourté. Bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors, quel sera le menu de cette page des sports ? Eh bien, c'était dans l'air et c'est désormais officiel. Eric Chekoussel est le nouveau sélectionneur des Aigles du Mali. La surprise de la 22e journée du championnat national de Ligue 1 venu de Koulikoro, le leader Djolibassi a mordu la poussière devant l'US Bougouba. On parlera des demi-finales allées des compétitions interclubs de la CAF, du championnat national de basketball et bien d'autres infos. L'actu des sports à ne pas manquer dans une vingtaine de minutes avec Famourou Djourté. Focus Santé s'intéresse ce dimanche aux sages-femmes d'hier et d'aujourd'hui. Rendez-vous en fin de journal avec Barakissa Ouattara. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement tout de suite. Les détails. Oui, ce 8 mai est célébrée la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Une journée marquée par de multiples crises qui n'ont épargné personne et ont frappé le plus durement les personnes les plus vulnérables à travers le monde, du Covid-19 à la crise climatique en passant par les urgences humanitaires et l'escalade des conflits. Au Mali, en 2021, 200 ménages ont bénéficié de l'assistance de la Croix-Rouge malienne. L'organisation humanitaire a aussi construit 9 salles de classe et fait 3 rues. 1000 volontaires ont été formés en rééducation ou en réduction des catastrophes. On en parle avec vous en direct dans ce studio. Batraoré, bonjour. Bonjour Ibrahim Traoré. Alors, la journée est célébrée sous le thème, je le disais, soyons aimables. Croyons au pouvoir de la gentillesse. Oui, dans le monde, près de 9 millions de volontaires s'activent nuit et jour pour apporter assistance aux personnes en danger. Au Mali, ces volontaires sont estimés à 10 000 agents. Le 8 mai de chaque année est une date significative pour ces hommes et femmes qui ont choisi l'humanitaire par amour. Cette journée est l'occasion de magnifier leurs actes. Le thème de cette célébration pour l'édition 2022 est « Soyons aimables, croyons au pouvoir de la gentillesse ». Ce thème est d'ailleurs jugé pertinent par le représentant du Comité international de la Croix-Rouge qui assure le soutien de son organisation. La vice-présidente de la Croix-Rouge malienne, Mme Hassan Koulibaly, a saisi l'occasion pour faire un large tour d'horizon des réalisations de la Croix-Rouge dans le domaine de la gestion des catastrophes et risques liés au changement climatique. Ainsi, l'organisation a apporté assistance à 200 ménages, construit 9 salles de classe et fait 3 rues. Plus de 1000 volontaires ont vu leurs capacités renforcées dans le domaine de la réduction des risques et catastrophes. Toutes ces actions ont été saluées par le ministre délégué chargé de l'action humanitaire, de la solidarité des réfugiés et des déplacés, lequel a fait une mention spéciale aux acteurs humanitaires et aux partenaires qui épaulent le Mali dans la situation actuelle. Ibrahim Traoré. Merci beaucoup, Batraoré. Autre journée célébrée ce dimanche 8 mai, celle de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest, OSRAO. Une journée célébrée autour du thème vers zéro blessure sur nos routes. C'est dimanche 8 mai, donc dans tous les pays également de la CEDEAO. Cette journée a été célébrée et au Mali, l'accent est mis sur la sensibilisation des usagers de la route. Et Alpha Maïga a suivi ce matin quelques actions de sensibilisation sur le terrain. Il vient juste de nous rejoindre dans ce studio. Bonjour Alpha. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors que peut-on retenir des actions menées ce matin ou de cette journée? Voilà, il faut dire que c'est en commune 6 du district de Bamako, au pied de la Tour de l'Afrique, symbole de l'intégration bien entendu africaine, que les couleurs de la journée de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique sont données. Il s'agit bien entendu d'une journée célébrée ce jour sous le thème vers zéro blessure sur nos routes. Alors, occasion pour Madame le ministre des Transports et des Infrastructures de procéder au lancement de la campagne de sensibilisation. Il s'agit tout simplement d'apposer sur le gabarit des véhicules des bandes
réfléchissantes pour une meilleure visibilité pendant la nuit. Alors vous allez me poser la question, pour quel objectif? Eh bien, c'est pour tout simplement minimiser fortement le taux d'accident, mais quel que soit, prudence est mère de sûreté. Pour cela, tenez-vous bien, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'Afrique a le taux de mortalité le plus élevé en matière d'accidents. Et tenez-vous bien, 26,6 tués pour 100 000 usagers sur la route contre une moyenne mondiale de 17,4 pour 100 000 usagers. Merci beaucoup Alpha Maïga, je rappelle, qui vient juste de nous rejoindre donc dans ce studio. D'autres détails dans nos futures éditions. L'invité de cette édition dans quelques instants. Oui, je vous l'annonçais dans les titres. Le système des Nations Unies au Mali promet de mobiliser plus de 3 milliards de francs CFA pour accompagner les activités de jeunesse, du sport et de promotion de la paix. C'est l'une des annonces fortes issues de la table ronde initiée cette semaine par le ministère en charge de la jeunesse. Pour en parler, nous recevons justement dans ce studio Diakarija Diakité, il est conseiller technique dans ce département. Monsieur Diakité, bonjour. Bonjour, M. Traoré. Alors, quelles sont les principales recommandations issues ou formulées par la rencontre? Nous avons organisé le 5 mai une grande table ronde sous l'autorité de M. le ministre de la Jeunesse qui a bien voulu approcher le système des Nations Unies pour accompagner les efforts du département, du gouvernement en faveur de la jeunesse. Puisqu'il faut le dire, la question de la jeunesse est une question transversale, elle concerne tout le monde. Donc l'organisation de cette table ronde était une priorité pour compléter ou accompagner les efforts du gouvernement. Et pendant une journée, nous avons travaillé sur le plan technique avec 15 agences onusiennes qui opèrent dans notre pays et qui ont voulu ajouter leur effort au sein du gouvernement, du département pour véritablement accompagner la jeunesse. Puisqu'il faut le dire, le département s'apprête à adopter la nouvelle politique de la jeunesse avec son plan décennal 2022-2032. Puisqu'il faut le dire, depuis 2012, le Mali n'avait pas de politique cadre de la jeunesse. Ça veut dire que le cadre légal pour accompagner la jeunesse n'existait pas. D'où l'objectif de cette table ronde. Donc, la grande conclusion, c'est de compter. On peut dire que nous avons eu la notification d'un financement d'environ 3 milliards 400 millions donc pour accompagner les départements dans la mise en œuvre de 27 activités inscrites dans le programme prioritaire des départements pour 24 mois. Justement, les partenaires qui ont promis 3 milliards pour financer les activités de jeunesse dans notre pays, quel mécanisme de suivi avez-vous mis en place pour mobiliser rapidement ces fonds? Le mécanisme qui est déjà mis en place, comme le ministre a dit dans son adresse en fin de séance, c'est de créer dès la semaine prochaine un secrétariat permanent. Et ce secrétariat permanent va répondre à toutes les questions et va être l'interface entre les départements et tous les partenaires qui ont promis pour que la promesse puisse être une réalité et que la mise en œuvre de ces différentes activités ne souffre pas de contraintes de temps ou de contraintes politiques. Ça veut dire qu'il faut dépolitiser la jeunesse parce que la question de la jeunesse dépasse une nation. C'est une question sous-régionale et internationale. Vous avez évoqué la politique nationale de la jeunesse tout à l'heure. Très concrètement, où est-ce que vous en êtes dans sa mise en œuvre? Nous sommes à la phase finale, c'est la phase d'adoption en Conseil des ministres pour son opérationnalisation. Nous avons pratiquement passé 16 mois en train de faire des journées de concertation régionale dans toutes les régions pour écouter les jeunes. Parce qu'avant, on faisait des activités pour les jeunes. Cette fois-ci, nous voulons faire des activités avec les jeunes. Donc le concept a changé. Donc après les journées de concertation régionale, nous avons eu des recommandations issues de ces journées et nous avons aussi les vœux des jeunes pour les Malikoura. Et ces Malikoura passent par la formation du nouvel homme en investissant réellement dans la jeunesse. Et globalement, que dit cette politique nationale de la jeunesse? Cette politique prend en compte tous les fléaux que nous connaissons aujourd'hui. Le chômage, pourquoi le chômage? Parce que nous voulons qu'il y ait une formation réelle, une formation qui peut aboutir à l'emploi. Parce qu'il faut l'adéquation entre l'offre de formation et le marché d'emploi qui n'existait pas. Ça veut dire que cette politique va créer une commission interministérielle pour que 16 ministères puissent réfléchir sur la question des jeunesses. En termes de sécurité, ce sont les jeunes qui sont enrôlés.
En termes de sous-emploi, ce sont les jeunes qui sont mal formés. Donc il faudra corriger toutes ces insuffisances au niveau du gouvernement. Ça veut dire que ça va au-delà d'un département. C'est 16 ministères qui sont vraiment impliqués dans cette politique, donc pour véritablement investir dans la jeunesse et que les Malikoura puissent être une réalité. Une dernière question, si vous avez un message à lancer aujourd'hui à la jeunesse malienne, quel est cet appel? Le message que nous avons lancé, comme toujours, le ministre nous a indiqué, c'est de demander à la jeunesse de s'investir pour le pays. Le message de patriotisme et de répondre à l'appel du pays. Djakaridja Djakité, je rappelle que vous êtes conseiller technique au ministère en charge de la jeunesse. Je vous remercie. Merci, monsieur. L'actualité internationale dans quelques instants. En Côte d'Ivoire, décès hier du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, des suites d'une longue maladie. L'annonce a été faite via un communiqué de la présidence ivoirienne. Bourama Traoré, bonjour. Bonjour, Ibrahima Traoré. Dans son témoignage, le président Alassane Ouattara parle de la disparition d'un fidèle compagnon et d'un valeureux fils. Fidèle, parmi les fidèles du président Alassane Ouattara, Amadou Soumaoro tire sa révérence à l'âge de 68 ans. Président de l'Assemblée nationale ivoirienne depuis 2019, il s'est longtemps battu contre une maladie qui a fini par l'emporter hier samedi. Dans un communiqué, vous l'avez dit, le président Ouattara a salué un fidèle compagnon et un ami loyal et dévoué. Le désormais ancien occupant du perchoir avait fait son retour à Abidjan fin mars, mais son absence à l'ouverture de la session parlementaire du mois d'avril a suscité pas mal d'inquiétudes sur son état de santé. Depuis, l'un de ses vice-présidents, en l'occurrence Adama Bictogo, assurait son intérim. L'homme qui quitte définitivement la scène politique ivoirienne est l'un des 4 membres fondateurs du Parti du Rassemblement des Républicains RDR en 1994, aujourd'hui rebaptisé RHDP. Amadou Soumaoro a fortement contribué à l'implantation de cette formation politique dans le nord du pays. Au chapitre académique et professionnel, il est diplômé de l'Institut des relations économiques internationales avec une spécialité en commerce international. Il a été plusieurs fois ministre du commerce extérieur en 2002, puis du commerce entre 2003 et 2005 dans un gouvernement d'union sous la présidence de l'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo. Après l'élection d'Alassane Ouattara, il avait occupé le poste de conseiller spécial du président de la République en charge des affaires politiques de 2011 à 2017, puis ministre dans le même domaine un an plus tard. Après les anciens premiers ministres Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko, la Côte d'Ivoire perd ainsi une figure politique majeure ivoirienne. Merci. Merci beaucoup, Bourama Traoré. En Égypte, 11 militaires ont été tués et 5 blessés hier samedi. Ils tentaient de jouer une attaque terroriste à proximité du canal de Suez, selon un communiqué de l'armée. Bonjour Mohamed Sangari. Bonjour Ibrahim Traoré. À l'origine, c'était une station de relevage d'eau dans la zone est du canal de Suez, dans le nord-est du pays, qui a été visée. Oui, tout à fait Ibrahim. C'est une station de pompage d'eau, comme vous l'avez dit, qui a été touchée, causant la mort de 11 militaires et 5 blessés selon un communiqué de l'armée. C'est le bilan humain le plus lourd depuis plusieurs années. Les soldats continuent de poursuivre et d'encercler les terroristes dans les combats qui se sont déplacés vers une région isolée du Sinaï. Il s'agit de la première annonce officielle d'une opération armée visant un site des services civils dans le Sinaï où les attaques se concentrent particulièrement sur un point, les oléoducs et les gazoducs qui ravitaillent Israël et la Jordanie. Le président Abdel Fattah al-Sisi a rassuré sur Facebook que ces opérations terroristes ne viendront pas à bout de la détermination du pays et de son armée à couper le mal du terrorisme à la racine. Régulièrement, l'armée annonce avoir tué des djihadistes dans cette zone. Plus d'1 millier de djihadistes et des dizaines de membres des forces de sécurité ont été tués selon les chiffres officiels, mais aucun bilan de sources indépendantes n'est disponible et le Nord Sinaï est interdit aux civils ainsi qu'aux journalistes. Pour rappel, Ibrahim, le dernier attentat d'importance au Caire remonte à mai 2020 quand une attaque a visé les pyramides de Gizeh dans le sud-ouest de la capitale, faisant 17 blessés. Ibrahim. Merci beaucoup, Mohamed Sangari. Au Brésil, 12 ans après avoir quitté le pouvoir, Luis Lula da Silva a lancé hier samedi sa candidature à la présidentielle. Faute de candidat qui rendrait viable une troisième voie, Lula est le seul à pouvoir battre dans les urnes un Jair Bolsonaro qu'il distance dans tous les sondages. Fousseini Tounkara, bonjour. Bonjour, Ibrahim Traoré. Alors, Bolsonaro semble être prêt à
tout pour conserver son pouvoir. Exactement, Ibrahim Traoré. Mais avant, évidemment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le vieux lion de la gauche brésilienne, lui, Inácio Lula da Silva, a lancé hier 7 mai sa candidature à la présidentielle d'octobre prochain. Il a déclaré qu'il s'agit de reconstruire le Brésil après la gestion du président Bolsonaro qu'il a qualifié de catastrophique. Des propos qu'il a avancés lors d'un meeting devant 4000 partisans à Sao Paulo. Lors de ce rassemblement populaire, Lula a laissé entendre que le Brésil est trop grand pour être relégué au rang de paria, c'est-à-dire un rang peu réluisant. Bien avant ce meeting, Lula da Silva, lors d'un entretien au magazine Time, s'en est pris au président ukrainien, défiant carrément le cadre de l'entretien. Alors, pour éviter toute polémique et permettre à Lula de rester dans le cadre de sa démarche vers la présidence, ses proches lui ont conseillé de montrer un visage apaisé et rassurant et d'être plus bref dans ses propos lors de son meeting. C'est à 76 ans et 12 ans après avoir quitté le pouvoir que Lula da Silva refait surface pour cette 6e candidature à l'élection présidentielle. Merci beaucoup Fousseini et Tunkara. Et c'est ce qu'on pouvait retenir du tour d'horizon de l'actualité internationale. Retour à l'actualité nationale et grand format de ce 13h dimanche. Flash sur un homme qualifié d'iconoclaste avec son parcours inédit. Bala Coulibaly, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est un grand pourvoyeur d'emplois, surtout de jeunes. Il excelle dans l'agriculture et l'entrepreneuriat qu'il a appris sur le tas, clin d'œil à la faveur de la fête du travail 1er mai sur un homme qui a su se forger un destin. C'est une signature de Sori Ibrahima Keïta. S'il est convenu que l'homme est l'artisan de sa vie, a-t-on oublié d'ajouter que, sans le hasard, ce qu'on appelle sabou, il n'y aurait pas eu de destin. Illustration via un récit de vie palpitant d'un self-made man nommé Bala Coulibaly. Moins qu'un agriculteur et un cultivateur devenu entrepreneur. Mais attention, oui, attention, l'autodidacte qui n'a été formé dans aucune école classique, s'il s'exprime sans complexe, n'a cependant aucun contrat avec les règles et tournures grammaticales de la langue de Molière. Jamais je ne franchis au cours d'une école. Comme tous les enfants le long du rail Dakar-Bamako, le sort lui laissait une seule alternative, travailler la terre souvent avec la houe, ou devenir cheminot, ou en tout cas agent de la régie du chemin de fer. Il jongle entre les deux, contraint par les aléas de la vie. Je suis venu à Bamako un jour, c'est mon oncle, commençait à travailler à la régie du chemin de fer. Donc quand j'ai commencé à travailler, on avait 14 400 francs par mois. Donc vu 14 500 francs par mois, que moi j'arrive à payer la nourriture à Bamako ici, de mes habillés, je ne peux rien faire à ma maman. J'ai décidé de démissionner à la régie du chemin de fer. Arrive ce 14 octobre 1977 qui bascule sa vie, sa destinée. À l'origine, une histoire d'hélicoptère des blancs randonneurs, comme on en connaît dans la vie villageoise de ces contrées. Et un maniaque canadien, un certain Bob Deralo. Nous sommes à Moria, dans la région de Kaye, à environ 320 km de Bamako. Donc à la fin de ces hivernages, les Canadiens sont venus avec un petit hélicoptère. Le gars est venu, il s'est adressé à moi. Bon, moi je dis, je ne parle pas bien français, il dit c'est pas grave. Il dit on est à la recherche d'un point qui a été marqué dans les 2 collines. Et je dis mais moi je le connais. Tous les jours on grimpe cette colline-là. Ils m'ont déposé, ils m'ont donné un petit bout de papier. Il dit dans 1 mois, il reviendra en voiture si ça me plaît. On va essayer de travailler ensemble. Je suis venu dire à la maman que j'ai dit, bon, le blanc dit qu'ils vont me recruter. Il dit, ah, ben là, moi, tu vas voir là, je dis, non, bon, moi, je suis sûr qu'ils ne vont rien me faire. Je dis, bon, d'accord, va, yeux fermés. Tu n'auras rien que si ce n'est pas de bonheur. Quand le blanc il m'a demandé, il dit, bon, maintenant, moi, je vais te recruter, tu seras le responsable du matériel. Je dis, attention, moi, je n'ai jamais été à l'école. Il m'a dit, il ne faut jamais me dire ça.
celui qui a créé l'école, il n'a jamais été à l'école. Je ne vous le cache pas, c'est la première fois que je vais révéler ça. Il me dit, bon, tu as 1 million de salaires par mois. Et quand tu quittes chez toi, même si tu vas à 10 km, tu as 40 000 francs par jour. Et je me suis posé la question, est-ce que réellement, le gars n'est pas fou? Il m'a remis la clé de 27 véhicules. Il dit, bon, tu es seul responsable de ces véhicules. Je vous avoue, ce jour-là, j'ai beaucoup pensé. Je peux dire aujourd'hui, grâce à Allah le Tout-Puissant, le premier fibre aussi posé au Mali, c'est le Sanja a fait que c'est nous qui l'avons fait. Lui, qui ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, évolue depuis entre Bamako et son village natal, avec un pied dans l'agriculture et l'autre dans l'entrepreneuriat. Ici, il gère un désormais immense empire spécialisé dans les télécoms et là, de vastes étendues de terre qu'il exploite pour l'agriculture, l'élevage, le jardinage, les plantations dotées des installations de technologies modernes. Je suis un paysan. Je préfère le mot paysan. Tant qu'il n'y a pas de nourriture, tout ce qu'on cherche là, c'est autour du sable. Donc moi, mon ambition, c'est juste pour l'agriculture. Depuis que je suis à Bamako, Dieu merci, je n'ai jamais accepté un grain de maïs ou de mil ou de petits mil au marché. Seul le travail libère l'homme. Très généralement, le samedi et le dimanche, moi, il ne faut même pas me chercher dans la famille. Je suis au champ. J'emploie au moins officiel, non officiel. Quand je dis non officiel, c'est-à-dire les manœuvres qu'on le prend pour le mois. On est à 400 personnes aujourd'hui. Mon projet, c'est le village maintenant. Tout ce qu'on fait ici, là, si on ne fait rien, là où on vient, là, c'est zéro. Bala Sissoko, chef de village de Badoumbe. Bala Kebaro, Badumbenja. Ici à Badoumbe, on ne peut pas intégralement citer les actes de développement que Bala Koulibaly a posés. Citons le centre de santé, l'école jusqu'au pont de Fangala. Il a participé à tout cela. Depuis mon intronisation comme chef de village, aucun villageois ne peut dire qu'il a payé ses impôts. Sambou Mariko Sissoko, maire de la commune rurale de Waléa. Paiement de TEDREL pour Moria de 2000 à 2022. Pour Badoumbe, de 2015 à 2021. Il a payé la totalité de la TEDREL dans ces deux villages-là. Voilà est une chance pour la commune de Waléa. Très attaché à la fois aux valeurs sociétales et à la modernité, il reste convaincu qu'un homme sans ancrage dans son terroir ressemble à un zèbre sans rayures. Je fais ce que je peux, parce que moi je suis venu de là. Si tu vois qu'on parle de Bala aujourd'hui, là c'est grâce à eux. Quand le Dieu doit me donner quelque chose, il me donne ce que je peux donner. Qu'on a, c'est-à-dire confiance en nous-mêmes. L'avenir de ce pays-là, ça ne va pas venir ailleurs, hein. C'est nous qui vont le faire. Et il faut qu'on le fasse. On est même condamné à le faire. Une grande cantatrice du Mali martèle qu'il existe 3 vertus qu'Allah n'accorde jamais à ses ennemis. La patience, la foi et la magnanimité. À l'aune de cette mesure d'artiste, de ce baromètre d'appréciation, cette proximité divine avec Moria Bala Koulibaly n'aurait pas existé que les siens l'auraient volontiers inventé. 13h24, l'actualité des sports, c'est avec Famoro Djourté bien installé. Hein? Très bien, Ibrahima Traoré. Alors, la FEMAFOOT a annoncé hier samedi la nomination d'Éric Sékou-Chel au poste de sélectionneur des Aigles. Oui, c'était attendu depuis la fin de la journée de vendredi. De rebondissement en rebondissement, Éric Sékou-Chel, 44 ans, est enfin nommé nouveau sélectionneur des Aigles du Mali. Éric Sékou-Chel a fait une brève apparition dans le staff de Mohamed Makasouba en mars dernier lors des barrages de la Coupe du Monde 2022. Il était parmi les renforts du staff avec Cédric Kanté, autre Frédéric Oumar Kanté. L'ancien défenseur de Lens fera ses débuts le mois prochain avec la réception du Congo le 4 juin et un déplacement en Égypte pour affronter le Soudan du Sud 4 jours plus tard. Le Djoliba
a été surpris ce samedi en championnat national de Ligue 1 par l'US Bougouba. Oui, c'est la grosse sensation de la 22e journée. Le Djoloba C, leader de la Ligue 1, battu 2-1 à Koulikoro par l'US Bougouba, 13e au classement avec 24 points avant cette 22e journée, contrairement à ce que j'avais dit dans l'édition de 9h. Deux autres rencontres s'est jouées également ce samedi à Kita. L'USC Kita a été tenu en échec par l'AS Police 0-0. Les Quitois manquent ainsi l'occasion de s'installer à la tête du classement. Le dernier match du jour a vu la victoire de l'USFAS sur LCBA 1-0. L'USFAS sort la tête de l'eau et quitte en même temps la zone rouge. La 22e journée prend fin ce dimanche avec deux affiches. 11 cratères AS Bakaridian. Le club de Baraouli aura l'occasion de rejoindre les Rouges de Bamako en tête au classement en cas de succès face aux pensionnaires de Nyarela. Et enfin, le dernier match mettra aux prises l'AS Real et l'AS Black Star. Je rappelle que 3 matchs de la 22e journée sont reportés à une date ultérieure. Il s'agit des rencontres au Stade Malien de Bamako, CS de Goulombla, Yélin Olympique COB et Assom AS Douane de Sikasso. Et la demi-finale, des compétitions interclubs de la CAF se jouent ce week-end. D'abord en Coupe de la Confédération, les deux demi-finales se jouent aujourd'hui. En ce moment même, la Renaissance de Berkane est en déplacement périlleux en terre congolaise pour affronter le tout-puissant Mazembe. La seconde demi-finale oppose à 16h à la Ligue Tripoli et Orlando Pirates d'Afrique du Sud. Hier en Ligue des Champions, Al-Ahly n'a fait qu'une bouchée de l'entente sportive sétifienne 4-0 au Caire. La manche retour dans une semaine à Sétif ne devrait être qu'une formalité pour les doubles tenants du trophée. De son côté, Wydad de Casablanca est allé s'imposer 3-1 sur la pelouse de Petro Atlético Luanda. Le Wydad Casablanca accueillera la formation angolaise au match retour vendredi prochain au stade Mohamed V de Casablanca à partir de 19h GMT. Basketball, la troisième journée du championnat national de première division a pris fin hier samedi. 5 matchs est au programme ce samedi pour clôturer la troisième journée. En série messieurs, l'AS Mandin s'est imposé 69-58 devant la commune 6. Atar Club a surclassé Djoloba 6 89-54 et l'AS Police est allé l'emporter à Sikasso face à Tata 74-102. Toujours chez les messieurs, vendredi, le stade malien de Bamako a battu l'AS Real 84-57. En série dames, Atar Club a été battu par Djoloba C 52-70 ce samedi à Koutiala. L'Union sportive Minyankala USM est tombée devant l'AS Police 20-90. Vendredi, le stade malien a gagné 64-61 face à l'AS Real et Calaban Sport Club KSC l'a emporté 75-59 devant l'USFAS. Et on termine avec, en plus bref, quelques informations au plan international. D'abord en football, 22 ans après son dernier sacre en Coupe de France, le FC Nantes de nos compatriotes Khalifa Koulibaly et Charles Traoré a dominé Nice sur la pelouse du Stade de France 1-0 grâce à un penalty de Ludovic Blas et s'adjuge un nouveau trophée de Coupe de France, la 4e de son histoire. Un titre qui offre également une place européenne aux Canaries la saison prochaine. En première ligue anglaise, il n'y a pas eu de vainqueur samedi soir entre Liverpool et Tottenham à Anfield à l'occasion de la 36e journée. Deux précieux points perdus par Liverpool qui pourraient décider du titre en faveur de Manchester City. Basketball, pour avoir annoncé trop tardivement le retour de Joel Embiid, les Philadelphia Sixers ont écopé d'une amende de $50,000, soit 27 500 000 francs CFA de la part de la NBA. En boxe, la nuit dernière, Canelo Alvarez s'est incliné contre Dimitrov Bivol qui conserve donc son titre WA des mi-lourds. Une défaite sur décision unanime de la part des 3 juges présents. Canelo était pourtant considéré comme étant le grand favori pour le titre. Et permettez-moi juste à Ibrahima Traoré d'annoncer que Diarra Konaté reçoit tout à l'heure dans l'émission Sports et Musique, dans la rubrique ancien sportif, Madou Doumbia, ancien pratiquant et arbitre de basketball. Sports et Musique, c'est à partir de 15h GMT. Sur la radio nationale du Mali, faut-il le préciser, sur l'ensemble du réseau synchronisé de la radio nationale. Merci beaucoup, Famourou Diorté. Merci bien. Focus Santé dans quelques instants. Focus Santé. Chaque 5 mai, le monde entier rend hommage aux sages-femmes et ce dimanche, la chronique santé s'intéresse à ces professionnels de la santé qui accompagnent la femme avant, pendant et après l'accouchement. Focus Santé sur la sage-femme d'hier et d'aujourd'hui, une réalisation de Baraki Sawatara.
J'ai commencé ce métier de sage-femme à partir de septembre 1963 et je suis à la retraite depuis 1996. Un repos bien mérité après 33 ans de service, 33 années au cours desquelles Diarra Aïssata Dia prenait plaisir chaque instant à aider les femmes à un moment très critique de leur vie. Diarra Aïssata Dia, sage-femme à la retraite. Ce métier parce que j'aimais beaucoup les enfants et j'ai toujours rêvé m'occuper des enfants. Être sage-femme, ça demande beaucoup d'abnégation. Il faut d'abord aimer ça. Ces qualités, Mme Diarra Aïssata Dia semble les avoir bien inculquées à ses élèves. L'une d'entre elles, Diko Fatoumata Maïga, également sage-femme à la retraite, est aujourd'hui consultante en matière de santé de la reproduction. Elle représente aussi les pays francophones d'Afrique à la plus haute représentation des sages-femmes au monde. Ce métier de donneuse de vie, elle l'a aimé passionnément, mais aujourd'hui, elle le voit d'un autre œil. Diko Fatoumata Maïga, sage-femme à la retraite. Le contexte même a changé. Au niveau de la formation, avant, les sages-femmes n'étaient pas nombreuses. On était peut-être 12, 14 et aujourd'hui, avec les écoles privées, avec les écoles étatiques, les besoins de formation ne sont pas satisfaits à souhait. Aussi, il y a le déploiement. Il y a une inégale répartition des sages-femmes sur le territoire. Parce que quand une seule sage-femme fait face à plusieurs actes à mener, alors qu'elle aurait pu être 2 ou qu'elle aurait pu être 3, vous voyez la charge de travail que ça peut faire pour elle. Madame Diko préconise surtout la culture de l'éthique et la déontologie chez les jeunes sages-femmes afin qu'elles puissent faire face aux exigences du métier. Au CCRF de la commune 2 du district de Bamako, la Benjamin Djeneba Konati est une référence. Ce métier de sage-femme, elle l'a embrassé pour rendre hommage à une amie qui a perdu la vie en donnant la vie. Dans le passé, il y a beaucoup de jeunes, je dirais, soit elles n'ont pas eu le DF, soit elles n'ont pas eu le bac. Donc, on les envoie, vous partez faire la santé. On trouve plus facilement le travail quand on fait la santé. Et elles se disent aussi qu'elles sont beaucoup plus payées. L'épineux sujet du gain facile refait donc surface. Aujourd'hui, beaucoup déplorent le manque de professionnalisme dans ce secteur. Celles qui sont censées accompagner les futures mamans au moment de l'accouchement sont quelquefois un cauchemar pour ces dernières aujourd'hui. Diko Fatoumata Maïga, sage-femme à la retraite. La sage-femme doit avoir de l'empathie. On doit se mettre à la place de ces femmes-là qui viennent demander nos services à un moment très critique où tout ce que tu fais à cette femme-là, elle ne va jamais l'oublier. Et aussi qu'elle se mette à l'abri de la tentation du gain facile. Diarra Aïssata Dia, sage-femme à la retraite. La génération actuelle, son comportement est fonction du contexte même général, de l'éducation même. Ce n'est pas un métier dans lequel il faut penser tout le temps à gagner quelque chose. C'est très intéressant comme métier. Djeneba Konati, sage-femme au CCRF de la commune 2 du district de Bamako. Normalement, c'est à l'école on doit apprendre, voilà, c'est ça qui vous attend demain. Vous devrez sauver des vies. Vous devez vous occuper des femmes qui sont là, qui viennent dans les douleurs et elles ont besoin de nous. Durant leur carrière, ces 3 sages-femmes de différentes générations ont eu de bonnes et mauvaises expériences. Djeneba Konati, sage-femme au CCRF de la commune 2 du district de Bamako. Lors de mon premier accouchement, déjà j'ai poussé avec la femme. Donc c'était vraiment stressant, mais aussi non seulement c'était douloureux, mais c'était quelque chose de merveilleux parce qu'on voit la femme qui pleure, qui a tant de douleur et au finish, c'est un bébé on voit en bonne santé, la mère est en bonne santé et c'est tout ce qu'on veut. Diko Fatoumata Maïga, sage-femme à la retraite. Quand je suis arrivée pour la première fois à Menaka, j'avais aussitôt eu un accouchement gémellaire et je m'étais rappelé de la démarche, des pratiques que je faisais et Dieu merci, j'ai pu faire cet accouchement, les 2 enfants ont vécu. Diarra Aïssata Dia, sage-femme à la retraite. Mon premier poste c'était 100. Quand je suis arrivée 1 semaine après, je suis allée prendre des triplés dans un champ. Et le plus petit pesait 950 grammes, le plus gros 1,2 kg. Donc je les ai gardés. Je n'avais pas de couveuse.
Mais j'avais beaucoup de coton cardé. C'est avec ça que j'ai sauvé ces 3 ans. La plus mauvaise expérience que peut vivre une sage-femme est la perte d'une patiente. Et au cours de leur carrière, chacune d'elles l'a au moins vécu une fois. Encore largement dominée par les femmes, la profession de sage-femme est une véritable vocation mêlant compétences médicales et dimension humaine. Un métier indispensable qui ne se limite pas seulement à l'accouchement normal. La sage-femme est aussi d'un soutien psychologique important pour chaque femme en âge de procréer. Focus santé. Et c'est ce qui met fin donc à ce Trésor dimanche que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter avec à la coordination éditoriale Bourama Traoré. La mise en onde est assurée par Alimata Ouattara, à la réalisation Lassina Keita. Grand merci à Tamsir Diabaté et à toute son équipe pour la mise en ligne de cette édition. Retrouvez juste après moi Koumba Sissé dans Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine, et à 19h30, la grande édition du soir. D'ici là, passez d'excellents moments de radio en notre compagnie. Au revoir.